On a gagné un peu de temps pour les discussions. Donc là, on a le plaisir d'accueillir le professeur François Green de l'Université de Genève, qui est spécialiste Je vais essayer de... Comment vous avez fait? en évaluation linguistique. Et bon, il est auteur d'un grand nombre de travaux dans ce domaine. Et il est auteur d'un rapport remarquable qui a marqué date, à mon avis, qui a été effectué à la demande du Haut Conseil de l'évaluation de l'école en 2005, qui était intitulé « L'enseignement des langues étrangères comme politique publique ». Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais tâcher de ne pas gaspiller le temps que les prédécesseurs ont gagné. Alors, j'ai considérablement abrégé cette présentation dans ce but. J'aimerais, au fond, partir d'un constat, c'est celui de la tendance très très lourde à l'anglophonisation dans les universités des pays non anglophones. Ensuite, tenter de faire une brève analyse critique de ces causes qui, à mon avis, relèvent notamment de deux catégories. Pas que, mais notamment de ces deux-là, des intérêts sectoriels d'une part et des contraintes structurelles d'autre part. Et il faut, à mon avis, bien distinguer ces deux faisceaux de phénomènes pour pouvoir proposer des mesures qui nous permettent de viser une internationalisation qui ne soit pas uniformisante ou uniformisatrice. Et je vais proposer quelques stratégies concrètes dans cette direction-là. Alors, les universités non anglophones, on peut faire 5 constats à leur propos. Quand je dis non anglophones, c'est celles qui sont implantées dans des pays de tradition autre anglophone, et je pense plus particulièrement ici à l'Europe. Que nous constatons un processus de propagation sur 4 axes. Enfin, le troisième étant en fait subdivisé. Bon, d'abord, la propagation, on le sait tous, hein, elle va des sciences dures et des sciences du vivant vers les sciences sociales, puis des sciences sociales vers les sciences humaines. Deuxièmement, ça va de la recherche à l'enseignement, puis de l'enseignement à la communication administrative interne. Beaucoup d'entre nous le constatent, ont l'occasion de le constater dans leurs établissements. Et puis, parmi les enseignements, ça va des enseignements spécifiques de pointe aux cours généraux, et puis des enseignements de niveau doctoral aux enseignements de niveau de maîtrise académique, puis de ceux de MA à ceux de BA, baccalauréat académique, dans la transposition en français des concepts bolognais. Il s'agit bien évidemment moins, je pense que, alors peut-être que, naturellement, beaucoup d'entre nous faisons des efforts, et on en a entendu parler tout à l'heure, hein, c'est extrêmement prometteur, extrêmement intéressant, de résister à cette tendance lourde, mais la tendance lourde, c'est quand même que l'internationalisation, c'est très souvent de l'uniformisation. Hein. Je veux dire, on peut se... Alors, naturellement, en dépit des efforts extrêmement remarquables qui sont faits, la tendance lourde, on la constate un peu partout. Je viens de mettre à peu près le point final à un projet européen pour la Commission européenne dans le cadre du 7e programme cadre, un projet qui a duré 5 ans, qui réunissait 25 partenaires dans 16 pays européens, et on pouvait voir à quel point il y avait une forte tendance à l'anglophonisation dans beaucoup des universités participant à ce projet. Et ceci avec la bénédiction de la Commission européenne. Ensuite, nous avons, je pense pour cela, 3 types d'explications. Des fois, je suis tenté de dire 3 types d'excuses. En allemand, je dirais 3 types de Ausreden. Une stratégique, une pédagogique et une substantive qui aurait davantage trait au contenu des formations proposées. Et ceci se traduit, à mon avis, par une délégitimation, une ringardisation, parfois même une éviction de langue autre que l'anglais dans les activités académiques. Je le vois à l'Université d'Amsterdam, qui était notre partenaire le plus direct dans le projet concerné. Je le vois aussi dans ma propre institution, l'Université de Genève, dans certaines facultés. Et encore, nous sommes loin d'être la pire. Les effets en cascade sont, me semble-t-il, une réduction objective de la diversité des langues dans l'activité scientifique, une remise en cause de la justice linguistique, qui est un thème qu'on a beaucoup travaillé dans le projet européen que je viens de mentionner. Qu'est-ce que c'est que la justice linguistique? Comment ça se mesure? Il y a différents... Les collègues en théorie politique normative ont développé différents critères et concepts pour cela. Puis il y a des effets qui sont peut-être pas manifestes, mais à mon avis fort plausibles, c'est qu'à terme, ceci amène à une érosion de la multipolarité du monde et des dégâts sur la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, parce que l'anglais n'est pas toujours bien maîtrisé ni par les enseignants ni par les enseignés.
et avec des effets fort ambigus sur le partage et le développement des connaissances. Et je sais que beaucoup des collègues ici présents sont très sensibles à la question de l'évolution, de la diffusion, du partage des savoirs et du rôle du multilinguisme dans ces processus. Alors, je crois que tout ceci se produit d'abord sous l'emprise de quelques croyances informels ou des clichés sur ce que c'est que la qualité des étudiants, ce que c'est que la motivation. Il y a un peu ce fantasme que le bon étudiant vient nécessairement d'Extrême-Orient ou d'Asie du Sud, il est nécessairement très très bon en maths, et nécessairement il faut qu'il sache l'anglais, mais le reste on l'oublie. Je caricature, mais à mon avis, pas tant que ça, parce que je rencontre ces représentations assez caricaturales dans le discours de certains de mes collègues. Il y a toutes sortes de clichés, je pense, sur ce que c'est que la notion même d'internationalisation. Des autorités académiques qui nous disent oui, on est merveilleusement multilingue, mais on voit que multilingue, c'est langue locale et de plus en plus d'anglais, et c'est ça qu'ils entendent par multilingue. Sur la notion de langue elle-même, souvent ravalée au rang de simple outil de transfert d'informations. Je pense que derrière ces clichés, il faut distinguer deux niveaux, celles qui sont liées à l'hégémonie linguistique, où le problème n'est pas l'anglais en tant que tel, mais l'hégémonie. Le problème serait le même si c'était l'estonien qui était dans ce rôle dominant. Et puis, il y a des questions géopolitiques spécifiques que soulève le fait que la langue hégémonique soit actuellement l'anglais plutôt qu'une autre langue. Mais je vais laisser ça de côté, parce que ce serait vraiment une autre discussion. Il me semble très important de les séparer. On pourrait discuter longuement de ces clichés, faute de temps, on ne va pas le faire. J'ai eu l'occasion d'en parler et puis de les détailler un petit peu dans une revue française qui s'appelle Le Débat, il y a déjà plus de 4 ans. Mais je pense que ce que je disais là-dedans, je dirais à peu près la même chose maintenant. Alors, d'où viennent ces clichés? Alors, naturellement, il y a on peut tout à fait, je pense qu'une partie de la vérité réside là-dedans, il y a une forme d'aliénation linguistique, et là je reprends le terme de Henri Gobert dans son livre de 1976, dont on peut dire qu'il fait écho naturellement au discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui avait 4 siècles d'avance. Mais on peut aussi viser une explication plus structurelle qui s'appuie sur le type de concepts économiques avec lesquels je tente de travailler les questions de multilinguisme. Il y a un concept économique qui est celui de l'échec de marché, c'est-à-dire que le laisser-faire, malheureusement, peut aboutir à des conséquences que l'on ne souhaitait pas. Et si la diversité est à considérer, et je pense que c'est le cas, je vais dire pourquoi dans un instant, si la diversité des langues, des cultures est à considérer comme un bien commun, et non pas comme un mal commun, parce qu'il y a certains collègues qui le voient comme un mal commun, mais si on passe ça comme un bien commun, sa préservation se heurte à la non-convergence des contraintes et des incitations auxquelles font face différents acteurs. Et je pense qu'il est utile, non pas de raisonner simplement en micro-macro, mais en micro-méso-macro. Le micro, au fond, c'est l'individu, l'unité de décision individuelle que peut être l'étudiant, le citoyen, l'électeur, etc. Le niveau macro, on le connaît bien, c'est la société. Alors ça peut être une société régionale, une société locale, une société globale, c'est égal. Mais je pense qu'ici, ce qui se passe, c'est que les universités sont des organismes de niveau méso, comme du reste le sont les entreprises. Et elles sont confrontées à des structures de contraintes et d'incitation qui sont extrêmement différentes de celles sur lesquelles fonctionnent les acteurs d'autres niveaux. Du point de vue de l'individu, il y a toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne veux pas m'attarder, on pourra y revenir plus tard, qui amènent à penser que la diversité est préférable à l'uniformité. Alors, ça rapporte économiquement, ça rapporte symboliquement, etc., etc. Du point de vue macro, le macro étant censé être l'émanation, l'agrégation, selon des règles qui ne sont pas toujours évidentes, mais étant censé refléter les souhaits, les priorités, les préférences des citoyens qui, collectivement, en tant qu'élément micro, collectivement constituent la société, le macro devrait, au fond, assez spontanément, à travers les mécanismes démocratiques du vote, etc., s'aligner sur le micro. Le problème, c'est que le méso n'a aucune raison de s'aligner là-dessus. Le méso étant soumis à d'autres contraintes et à d'autres incitations, et c'est pour ça que nous avons affaire à ces justifications à caractère stratégique, notamment des universités qui disent on veut attirer un maximum d'étudiants étrangers et on va le faire en anglais. À mon avis, c'est un petit peu à courte vue, parce que s'il s'agit d'attirer les meilleurs étudiants, ceux qui veulent absolument étudier en anglais, parmi les meilleurs, ils sont souvent déjà à Boston ou à Oxford, et ils ne vont pas forcément venir à Genève ou à Amsterdam pour une éducation en anglais. Je pense que les vraiment meilleurs, c'est peut-être ceux qui, naturellement sachant l'anglais, naturellement sachant leur langue maternelle, ont peut-être aussi la curiosité
et la compétence de développer certains savoirs, certaines compétences, ne serait-ce que réceptives, dans la langue du pays où ils viennent étudier. Alors, les clichés que je viens d'esquisser, faute d'avoir le temps d'entrer dans le détail, ont une influence d'autant plus forte qu'il me semble qu'il est rare qu'on aborde les questions, les problèmes en présence de manière suffisamment systémique, ou alors on le fait de manière très méta, assez floue, sans référence suffisante aux fonctions et au fonctionnement du monde académique. On manque toujours, me semble-t-il, d'un modèle général ou d'un modèle de politique des langues dans l'enseignement supérieur qui soit vraiment ancré dans une approche de politique publique. Et souvent, on met l'accent, ce qui est tout à fait légitime, hein, sur des questions qui sont spécifiquement linguistiques et pédagogiques. Mais là, le risque est grand. Alors, pas ici aujourd'hui entre nous, mais dans toutes sortes d'autres conférences auxquelles peut-être beaucoup d'entre nous ont l'occasion de participer. Là, en fait, on se rend compte qu'une bonne partie des préoccupations pédagogiques, c'est essentiellement de savoir comment est-ce qu'on va améliorer l'anglais des enseignants et des étudiants non anglophones. C'est une des préoccupations dominantes du reste de plusieurs maisons des langues dont se sont dotées différentes universités occidentales. Alors, je pense qu'il nous faut une lecture beaucoup plus systémique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Je vous signale une tentative qui figure ici dans un livre qui s'appelle Language Use in University Teaching and Research, qui est paru chez Peter Lang il y a 3 ans. Vous n'êtes peut-être pas rentré là-dedans, mais il y a des tentatives qui, je pense, ne sont pas encore abouties, mais qui vont dans la direction de. Et ce que je présente aujourd'hui est un essai d'utiliser cette base encore un peu fragile pour aller un petit peu plus loin. Alors, comment est-ce qu'on peut aller de tous les questionnements que je viens d'aborder rapidement à des mesures de politique linguistique pour l'enseignement supérieur? Alors, les réponses vont naturellement dépendre des priorités politiques. Beaucoup de ce qui se dit ici, ce que j'ai entendu en étant arrivé un peu tard, et je m'en excuse, concerne l'offre. Mais d'un point de vue économique, je dirais que c'est très bien d'améliorer l'offre et d'offrir davantage de multilinguisme, mais dans quelle mesure la demande pour ce multilinguisme est-elle présente? Et ceci, naturellement, cette demande, elle se traduit par l'expression de priorités politiques qui peuvent être plus ou moins là, plus ou moins présentes. Et dans ce cadre-là, ce qui va être important, c'est que l'évaluation fait de 2 dimensions, l'allocation des ressources matérielles et symboliques, donc quelle place on fait aux différentes langues, et la distribution des ressources matérielles et symboliques, c'est-à-dire quelle répartition du pouvoir matériel et symbolique entre différents agents, différents acteurs, ou différents groupes d'acteurs on souhaite. Alors, traiter de tous ces aspects, ça voudrait, au fond, revenir à développer des politiques linguistiques pour l'enseignement supérieur dans leur intégralité, ce qu'on n'a naturellement pas le temps de faire. Alors, j'aimerais juste mettre l'accent en conclusion sur 2 points. J'aimerais brièvement mettre en évidence une raison liée au plurilinguisme individuel, qui me semble encore peu étudiée et qui justifie qu'on accorde une priorité véritable et donc qu'on prenne des mesures assez forte en faveur de la promotion du multilinguisme dans l'enseignement supérieur. Et j'entends multilinguisme simplement ici comme non-hégémonie d'une langue dominante. Et ensuite, je vais conclure avec quelques exemples des mesures qu'on peut préconiser en conséquence. Alors, un argument qui me semble important, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que diversity is an overrated value. La diversité est quelque chose de surévalué, c'est pas si important que ça. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, ces derniers temps, avec quelques collègues, on s'est vraiment penché sur une série d'études sur des échantillons représentatifs qui nous ont permis de mesurer psychométriquement les liens entre le plurilinguisme, quelque chose que nous connaissons bien, qu'on peut graduer avec nos niveaux A1 à C2, et puis la mesure de la créativité. Parce qu'il y a toute une recherche assez récente en psychologie cognitive sur qu'est-ce que c'est que la créativité, quels sont les différents types de créativité, comment est-ce que ça se mesure. Il y a pas mal d'études sur la créativité et la diversité, mais en général, c'est sur des échantillons qui sont peu convaincants. Ou bien c'est en confondant plurilinguisme et pluriculturalisme, etc. Donc on a tenté, dans ces études récentes, qui ont donné lieu à 2 ou 3 publications au cours de l'année écoulée, de dépasser ces limites, et on constate qu'il y a que le multilinguisme, en contrôlant, et ça c'est très important, en contrôlant pour les compétences interculturelles, donc la diversité des langues en tant que telle au sein d'un individu a un effet, est corrélé, on va juste dire corrélé pour le moment, de manière statistiquement significative à la génération, à toutes sortes de composantes
de la créativité étant plutôt une variable latente, en la génération d'idées, la sélection d'idées, les activités créatives et le succès qu'on enregistre dans ces activités créatives. On peut aussi utiliser des modèles un petit peu plus complexes d'équations structurales qui combinent différentes mesures de créativité et puis qui permettent de mettre en évidence une corrélation entre le plurilinguisme et la créativité de l'ordre de 0,15. Alors, il y a des gens qui me disent « ouais, c'est faible comme corrélation ». Mais il faut voir à quoi faut-il s'attendre. Si on regarde les résultats d'une cohorte d'étudiants sur 2-3 sessions d'examen supplémentaires, une corrélation entre leurs notes de l'ordre de 0,8, ce sera faible, on s'attend à plus que ça. Par contre, si on constate une corrélation, ne serait-ce que de l'ordre de 0,1 entre le quotient intellectuel et la pointure des chaussures, là on va se dire c'est vraiment intéressant, il se passe quelque chose. Donc moi je pense qu'un 0,15 entre la diversité linguistique interne à l'individu et sous contrôle, je dis bien, en standardisant l'expérience interculturelle, un 0,15, c'est loin d'être négligeable. Et si on fait des variables combinées qui vont plus loin, qui combinent plurilinguisme et pluriculturalisme, la corrélation avec la créativité monte en général, suivant les modèles, mais ça tourne autour de 0,25. Alors comment interpréter ça? Bon, d'abord, c'est que ça plausibilise avec des arguments quantitatifs l'idée répandue, mais souvent assez informelle, que le plurilinguisme peut effectivement favoriser la créativité. On le dit beaucoup, mais on le mesure rarement. Et puis, alors, il y a différentes pistes d'explication possibles, en termes d'attitudes cognitives qui sont favorisées par le plurilinguisme, en termes d'activation de liens spécifiques. Il y a un collègue qui s'appelle Harkurin, qui est plutôt en psycholinguistique, qui parle de Language Mediated Concept Activation, donc des choses l'activation conceptuelle qui passe spécifiquement par le langage. Vous avez quelque chose d'un peu moins cognitiviste et plus psycholinguistique dans les travaux, par exemple, de Wierzbicka, qui est à Canberra, qui écrit ce livre que j'aime bien qui s'appelle Imprisoned in English, comment être emprisonné dans les concepts d'une seule langue. Elle a travaillé sur l'anglais, mais on pourrait le faire avec d'autres langues, bien évidemment. Et compte tenu de ce constat, me semble-t-il, qu'on est en train de dériver vers une uniformisation sous couvert d'internationalisation et que celle-ci est dommageable, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je pense qu'il faut d'abord adopter 2 principes de cohérence externe et interne. Alors il faut d'abord une cohérence externe des politiques de l'enseignement supérieur par rapport à les objectifs de politique linguistique d'une société. Il me semble qu'à cet endroit même, ce matin, quand je suis arrivé en milieu de journée, un orateur s'exprimait qui disait il y a des gens qui disent des choses très très gentilles le week-end dans des conférences sur le plurilinguisme, et puis le lundi, ils se retrouvent dans une autre situation dans laquelle, contexte de communication internationale avec des collègues d'autres universités, et là, tout à coup, tout ce qu'on avait dit le week-end est oublié, puis tout se fait en anglais. Il faut veiller aussi à la cohérence interne des pratiques au sein même de l'université. Et cette cohérence est loin d'être garantie. Alors pour ça, quelques mesures, je pense, recrutement, évaluation. Peut-être qu'il faut cadrer un petit peu le rôle des universités, et ceci ne peut se faire qu'au niveau d'une coordination internationale très, très élevée. C'est pour ça que de plus en plus, il me semble que la question, c'est la gouvernance linguistique mondiale, au même titre qu'on parle de gouvernance climatique. Donc, recrutement, évaluation, privilégier les profils réellement plurilingues au sein du corps enseignant. Donc, des dossiers de publication dans 2 langues au moins, avec un pourcentage minimal raisonnable pour chaque langue, pas juste 1 sur 100 papiers. Pédagogie, favoriser l'enseignement des approches intercompréhensives. J'aime bien lisser l'intercompréhension, mais avec distinction entre usage réceptif et usage productif. Je pense que ça ouvre beaucoup de champs possibles. Et il me semble qu'une des présentations qu'on a entendues tout à l'heure, à mon avis, est tout à fait en convergence avec cette idée. Et puis dans les plans d'études, exclure les parcours de formation monolingue, parce que souvent on dit mais il ne faut pas pouvoir faire des études qu'en français. D'accord, mais à ce moment-là, il ne faut pas pouvoir faire des études qu'en anglais non plus. Et c'est pour ça que je propose ce que j'appelle la courbe en U, dans laquelle, au fur et à mesure qu'on évolue dans un cursus, le pourcentage de cours en anglais peut commencer aux alentours de 50%, mais doit diminuer avant de pouvoir réaugmenter, et puis naturellement arriver peut-être dans certaines études doctorales à 100%. L'idée, c'est de favoriser la venue d'étudiants étrangers en facilitant leur arrivée, mais sans leur proposer des formations exclusivement en anglais, et encourager l'apprentissage de la langue locale, notamment des grandes langues telles que français, allemand, espagnol, russe, mais c'est transposable à des langues plus petites, et en attirant ainsi les étudiants qui sont, je pense, réellement les meilleurs, parce que disposés à élargir leur palette de cette manière-là. Alors, cette pratique, là, il y a une déclinaison, mais je ne vais pas prendre de temps, donc je ne vais pas entrer dans le détail de cette diapositive, mais il y a 2-3 suggestions ici sur, en pratique, comment
mettre en œuvre, j'allais dire implémenter, la proposition qu'il y avait dans la diapositive précédente. Voilà, donc toute conclusion ne saurait être que provisoire. Je pense qu'en tout cas, ce qui est très plausible, c'est que c'est considérablement plus plausible de dire que la diversité est préférable à l'uniformité que l'inverse. Hein. Mais ça se heurte, ces résultats se heurtent, je pense, à pas mal de clichés, de fausses évidences, et à certaines difficultés structurelles qui tiennent au fait que, voilà, la diversité, je pense, un bien commun dans lequel le problème très spécifique, très structurel du bien commun, c'est que les contraintes et incitations du niveau méso ne sont pas alignées sur celles des niveaux micro et macro, et pourtant elles jouent un rôle déterminant. Alors je m'arrête là-dessus, il y a quelques références et lectures complémentaires que je partagerai volontiers avec ceux que cela intéresse, et je vous remercie en romanche, puisque c'est notre 4e langue nationale. Grazie Fitch. Bien. Merci beaucoup.